tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. L'année 2019 a plutôt bien commencé pour moi car ce n'est pas moins de 9 lectures que je vais vous présenter aujourd'hui. Parmi ces 9 lectures, un coup de cœur et énormément de très bonnes lectures. De plus, en 2019, j'ai décidé de me remettre à la bande dessinée. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter les romans en début de vidéo et les bandes dessinées à la fin. J'ai commencé le mois et même l'année avec 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Le synopsis est simple, que feriez-vous s'il ne vous restait plus que 10 jours à vivre? Nous allons suivre l'histoire de 6 hommes et femmes qui, par le plus grand des hasards, vont être réunis pour vivre ensemble ces 10 derniers jours. C'est dans l'angoisse permanente que j'ai lu ce bouquin, car j'avais vraiment envie de découvrir si oui ou non les personnages allaient s'en sortir. Et en même temps, tout au long du bouquin, on se rend bien compte que c'est impossible qu'ils s'en sortent. Ah oui, c'est la fin du monde, c'est pas juste un cataclysme, c'est vraiment la fin des fins. Malgré ce début d'histoire, ma foi, très pessimiste, il y a tout de même énormément de belles choses dans ce livre. Les personnages, tout d'abord, ils sont aussi variés qu'il y a d'êtres humains sur Terre, et pourtant, ils vont vachement bien fonctionner ensemble. Ils ont tous des angoisses différentes et ils ont tous des ambitions et des personnalités très différentes aussi. C'est au travers de leur regard qu'on va voir à quel point le monde devient fou et en vrai c'est hyper perturbant. Moi j'ai vraiment été touchée par la plume d'abord de Manon Fargeton. C'est super bien écrit donc c'est pas une légende, cette autrice elle écrit trop bien. Malgré la difficulté du sujet, je trouve quand même que l'autrice arrive à nous faire partager de super beaux messages d'humanité à travers ce bouquin. Non parce que vous imaginez bien que vu que c'est la fin du monde, on se bat pour un paquet de patates, enfin la totale. Et pourtant, on arrive quand même à croire que l'humanité doit survivre à ça. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la multiplicité des points de vue. Il y a vraiment tout un travail psychologique pour chacun de ces 6 personnages. Et évidemment, on se met à leur place, mais qu'est-ce que je ferais moi aussi s'il me restait 10 jours avant la fin du monde? Qui j'irais rejoindre? Pour faire quoi? Donc c'était vraiment une très bonne lecture et j'ai très bien commencé 2019. C'est pas un coup de cœur, mais pas loin. J'ai craqué au début du mois pour Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully. Du coup, Sarah Cohen Scully, je l'ai rencontrée cet été lorsque j'ai lu Max, que j'avais au passage adoré. J'ai eu envie de remettre le couvert avec Orphelin 88. À travers Orphelin 88, l'autrice revient sur le même sujet que Max, à savoir le programme Lebensborn. Dans Max, on suivait le quotidien de ces enfants endoctrinés par le régime nazi. Dans Orphelin 88, on retrouve ces mêmes enfants au lendemain de la guerre, qui se retrouvent sans foyer, sans rien, qui ne savent même plus qui ils sont et qui se rendent compte qu'en fait l'idéologie nazie ce n'était qu'une idéologie, ce n'était pas la vie du monde entier. Donc c'est hyper déroutant pour ces gamins qui ont entre 5 et 18 ans. Tout le monde se mélange dans un tohu-bohu de peine et de tristesse. On suit plus particulièrement Josh, c'est comme ça que les personnes qui l'ont recueilli l'ont baptisé car Josh ne se rappelle plus qui il est, il souffre d'une profonde amnésie. Et tout au long de l'histoire, il va aller en quête de son identité, pour savoir aussi ce qu'il a vécu lui pendant cette guerre. Ce bouquin m'a fait réaliser plusieurs choses. La première, c'est qu'on a beau lire autant de lectures qu'on veut sur la Seconde Guerre mondiale, on apprendra toujours de nouvelles choses. Je suis sur le cul à chaque fois de découvrir qu'il y avait encore d'autres atrocités dont j'étais pas au courant. C'est toujours mon petit esprit naïf qui me dit bon c'est bon maintenant je sais tout, on va plus rien me sortir. Et bah non! Malgré la dureté du sujet, ce bouquin donne une rage de vivre. Je vous raconte pas le courage de tous ces mômes. Ah bah il nous donne une sacrée claque. De plus, Sarah Cohen Scully, elle écrit vachement bien parce qu'elle prend des sujets hyper durs et pourtant sa plume ne tombe jamais dans le pathos. Il y a des moments d'émotion, c'est clair, on parle de la guerre, donc on se doute que ça va pas être funky. Mais c'est pas pour autant que l'autrice décide de tirer toutes les ficelles pour faire pleurer les chaumières de la page 1 à la dernière page. J'ai apprécié cette lecture, j'ai appris plein de choses, c'était bien écrit et Sarah Cohen Scully maîtrise vraiment son sujet. J'espère qu'elle va nous écrire plein d'autres livres sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale et de cette manière me faire encore apprendre plein de choses sur le sujet. J'ai ensuite passé un agréable moment avec Nous irons tous au paradis de Fanny Flagg. C'est simple, on va suivre l'histoire d'Elner, qui est une octogénaire qui adore tous les matins aller cueillir des figues. Sauf que là, patatras, c'est le cas de le dire, elle va tomber de son échelle et mourir. Comme Elner était hyper appréciée de son entourage et des habitants de son quartier, nous allons suivre page après page les réactions de ces derniers. Vous avez remarqué, je fais des rimes sans même le faire exprès, mais c'est là que contre toute attente, Elner revient de l'au-delà et elle a clairement un message à faire passer. En vrai, je vous en dirai pas plus. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin, il vous donne la patate. Elner, elle est d'une fraîcheur, mais on peut pas être plus positif que cette nana. C'est super bien écrit, chaque personnage est vraiment très drôle, a vraiment sa petite spécificité, son petit grain de malice. On rigole, mais on observe aussi toute la dureté de la vie, l'angoisse du temps qui passe. Qu'est-ce que c'est que le véritable bonheur? Qu'est-ce que c'est que vraiment réussir sa vie? C'est vraiment très très drôle. Les personnages sont hyper bien décrits, que ce soit avec leurs qualités et leurs travers. Lisez Nous irons tous au paradis, entre 2-3 lectures sérieuses ou un peu glauques et tout, j'ai l'histoire pétillante à souhait qu'il vous faut. Et enfin, les 2 derniers romans du mois de janvier, il s'agit
des 2 tomes de la saga Six of Crows. Voilà, Six of Crows, je vous en ai déjà parlé dans mon top 10 des sagas young adultes. À l'époque, quand je vous en ai parlé, j'étais au tout début de la lecture du tome 2 et je l'avais déjà mis en 9ème position. Et bien je confirme, cette saga est trop bien. On va suivre l'histoire de 6 jeunes malfrats de la ville de Ketterdam qui vont devoir aller libérer un prisonnier dans évidemment la prison la plus imprenable du monde. Bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est donc 6 malfrats au profil très varié avec des caractères vraiment différents et des talents de toutes sortes que nous allons suivre. Dit comme ça, vous me direz rien de bien original, à part peut-être qu'on suit un gang de voleurs. Non, la force de cette histoire, c'est ses personnages. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien écrits, je vous jure. Ils sont tous les 6 hyper attachants et tous pour des raisons totalement différentes. Clairement, il y a un des personnages auxquels vous allez vous identifier. Mais à ma grande surprise, moi en fait, au lieu d'avoir comme à mon habitude 1 voire 2 personnages préférés, là j'ai adoré les 6. Bon, clairement, le personnage de Casebreaker, c'est vraiment le top du top de la saga. Et puis vous savez, c'est le genre de bouquin où quand on le pose, on n'a qu'une hâte, c'est de avoir un petit moment pour bouquiner, pour pouvoir relire quelques pages. Quelqu'un parle de ses couvertures magnifiques. L'histoire est énorme, les personnages sont super chouettes, il y a que 2 tomes, faites-vous plaisir. On passe maintenant à la bande dessinée, et la première petite BD que j'ai lue, c'est Phèdre en bande dessinée, donc aux éditions Petit à Petit. Donc Phèdre, le texte hyper connu de Racine, retrace donc l'histoire de Phèdre qui, malheur des malheurs, va tomber amoureuse d'Hippolyte qui est le fils de son mari, le très connu Thésée. Déjà, tu vois l'ambiance mythologie grecque à fond. Nous allons donc suivre les remords et les pensées de Phèdre qui va souffrir et qui va s'en vouloir d'aimer le fils de son mari, car c'est de la mythologie grecque et donc c'est tragique. Elle va se sentir obligée de lui dire, et on se doute que Thésée à un moment donné va l'apprendre, et on se doute que ça va mal se terminer parce que bon, c'est la tragédie grecque. En vrai, de vous à moi, Phèdre, ça a pas été un coup de cœur en termes d'histoire, ça vaut pas genre Antigone ou Oedipe. Néanmoins, je suis hyper contente d'avoir enfin découvert ce fameux mythe qui est celui de Phèdre. Surtout, ce qui a facilité ma lecture, c'est le fait que ce soit en BD. Alors la BD est assez simple, vous voyez, des illustrations en noir et blanc, mais ça permet quand même de donner du sens à l'intrigue. Parce que des fois, dans les grandes tirades grecques, faut un peu se concentrer pour suivre. Et bien grâce à ce format, on suit, parce que le fait qu'il y ait des illustrations, ça fait qu'on est un peu moins paumé. Donc si vous êtes en classe de grec ancien, si vous faites des études de lettres, vous pouvez vous jeter sur cette édition de Phèdre. La seconde BD que j'ai lue, c'est un véritable coup de cœur. Cette BD, il s'agit de Stand Still, Stay Silent, qui est une création de Mina Sundberg aux éditions Achilleos. Je sais pas pourquoi les éditions, je les dis que pour les BD, il va peut-être falloir que je me mette à le dire pour tous. Le monde a été frappé par une grande maladie et 90 ans se sont écoulés. Le monde comme on le connaît a été oublié et il est maintenant à la merci de plein de créatures fantastiques. Des trolls, des bestioles en tout genre, des géants. Nous allons suivre une petite équipe d'explorateurs qui ont envie d'aller voir ce qu'est devenu le monde dans la zone oubliée, c'est-à-dire la zone où la maladie s'est propagée. Pour se situer sur la planète, on est en Scandinavie. Et cette équipe d'explorateurs va donc être composée de Scandinaves. Nous allons avoir des Danois, des Norvégiens, des Suédois et même des Islandais. Ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est tout le côté mythologie nordique. Ah bah là, on est en plein dedans. T'as qu'une envie quand tu lis la BD, c'est le lendemain de prendre ton sac à dos et hop, de te barrer quelque part au milieu de la toundra. T'as envie de mettre ta fourrure et de marcher dans la neige en raquette. Rien que pour ça, c'est réussi parce qu'on est totalement immergé dans l'univers. Ensuite, l'histoire est vachement fun. Les personnages sont hyper attachants, ils parlent tous différentes langues, donc c'est hyper marrant de suivre les traductions. Et ce qui fait surtout qu'ils sont si attachants, c'est le dessin. Mais vous imaginez même pas la beauté du dessin. Les couleurs sont magnifiques. Mais moi, j'ai été totalement conquise par le trait de crayon. Vous voyez, elle fait des compositions de planches magnifiques. En plus, régulièrement, entre les planches, elle nous fait des doubles pages informatives pour nous plonger encore plus dans l'univers. Vous voyez, il y a des quarts. Bref, c'est une BD qu'il faut lire quand on aime l'aventure, encore plus si on est intéressé par la culture scandinave. Donc ça a été vraiment un coup de cœur et pour me relancer dans la BD, je vous raconte pas comment ça me donne envie d'en lire plein d'autres et surtout j'attends le tome 2 avec impatience. Depuis le temps que j'avais envie de m'acheter cette BD, je crois que ça faisait des années, il s'agit des carnets de cerises de Joris Champlain et d'Aurélie Néret aux éditions Soleil. L'histoire de Cerise, elle est plutôt simple. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de devenir romancière. Elle vit sa petite vie tranquille dans son petit village tranquille avec ses copines. Tranquille quoi. Évidemment, elle va découvrir quelque chose qu'elle va vouloir raconter à tout le monde. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon ce serait pas drôle. Les carnets de cerises, c'est une super jolie rencontre parce que ça m'a vraiment déclenché une émotion particulière. En fait, les carnets de cerises, c'est une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que en la regardant jouer avec ses copines dans les bois, dans la cabane, faire du vélo, ça m'a rappelé plein de trucs de mon enfance à moi. Les illustrations sont magnifiques et elles nous font vraiment ressentir
tout ce que vit Cerise. Il y a des moments où on est clairement dans son journal intime, donc on suit les pensées de Cerise, et d'autres moments où c'est des planches de BD qui nous racontent son quotidien. Les illustrations sont trop belles, mais genre elles sont vraiment trop belles, genre je pourrais m'en faire un poster et le mettre dans mon salon. L'ambiance de ce livre est hyper douce, hyper tendre, hyper poétique. Là l'histoire est hyper sympa, mais clairement c'est le trait de crayon qui moi m'a le plus touchée. Vraiment faire sentir des choses de mon enfance à la campagne que j'avais un peu oublié ou mis dans un coin de ma tête. C'est évidemment accessible aux enfants, aux adolescents. Comme vous voyez, les adultes on n'est pas non plus insensibles à cette histoire. Et ma toute dernière lecture du mois, c'est encore une BD, et c'est La guerre des tétons de Lily Sohn. En fait ce livre, je vais vous mentir, je l'avais lu à la FNAC en attendant une copie il y a 5 ans. À peu près. J'en avais gardé un super souvenir. La guerre des tétons, c'est une illustratrice qui a décidé de raconter son quotidien sur un blog, et pas n'importe quel quotidien, car Lily Sohn va se retrouver atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 29 ans. À travers le tome 1, on va donc suivre le moment du moment où elle apprend qu'elle a un cancer jusqu'à après l'opération quand elle va commencer la chimio. Voilà, vous allez me dire, waouh, t'as pas plus sympa comme sujet? T'as pas un truc un peu plus fun, un peu moins flippant? Mais ce qui est super fort, c'est que malgré la difficulté du sujet, on parle quand même de maladie grave qui touche une femme sur 10, elle arrive quand même à nous faire sourire. Il y a un sacré talent pour les vannes. Cette petite BD, en fait, elle nous raconte comment les malades arrivent au quotidien à se battre contre cette foutue maladie qu'est le cancer. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a donné un petit nom sympa à son cancer, elle l'a appelé Gunther. Clairement, il n'y a pas de meilleur prénom pour un cancer. Donc nous allons suivre le combat de Lily contre Gunther. Donc on apprend plein de choses sur la maladie, le cancer pour les nuls. Mais on se marre bien aussi, on est hyper touché par son quotidien. Donc c'est malgré tout hyper rafraîchissant, ça nous donne vraiment l'impression que être malade c'est pas une fin en soi, que les maladies maintenant se combattent. L'autrice est malade mais c'est pas pour autant qu'elle s'arrête de vivre, c'est pas pour autant qu'elle se laisse ronger par le désespoir, même si elle a tout à fait conscience de ce que c'est qu'un cancer du sein. Donc on n'est pas non plus dans le pays des bisounours. Mais c'est juste, c'est-à-dire qu'on a autant d'émotions que d'espoir, et moi c'est une lecture que j'ai appréciée. Voilà, donc ce sera tout pour cette update lecture de janvier. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager cette vidéo, à partager avec moi dans les commentaires vos lectures. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et de pouvoir y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère vous retrouver très rapidement sur la chaîne. Passez une agréable journée, je vous souhaite de super jolies lectures pour ce mois de février et à bientôt.